Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison qui s'annonce tout aussi excitante que les précédentes, avec encore plus d'angles morts décryptés, de nouveaux modèles décortiqués, de regards interdisciplinaires provoqués et de témoignages immortalisés. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous introduire mon invité du jour, j'aimerais vous proposer de construire avec moi l'avenir de ce média en répondant à un sondage qui me permettra de mieux vous connaître, de comprendre l'impact que Philanthropio a sur vous, mais aussi de recueillir vos suggestions en matière de sujets, formats ou monétisation. Philanthropio a fêté ses 5 ans en septembre dernier et il est temps pour moi de connaître mon audience sur le bout des doigts. Et parce que rien n'est gratuit dans la vie, sauf mon podcast, j'ai décidé d'offrir un incitatif pour vous motiver à remplir ce sondage qui ne prendra que quelques minutes. Pour le découvrir, rendez-vous en description de l'épisode. Je compte sur vous. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Pour ce premier épisode de l'année, je reçois Antoine Couder, un jeune entrepreneur tourangeau qui a de grandes ambitions pour le mécénat des entreprises qu'il souhaite rendre collaboratif. Avec ses associés, il a imaginé Soutenir, une solution SaaS B2B et B2C destinée à libérer le don corporate en le rendant plus participatif, transparent et débarrassé des contraintes de fléchage. Pour cela, il a misé sur une technologie, la blockchain, et un parti pris, faire de l'impact social et écologique un standard de marché en matière de consommation. Bonne écoute! Salut Antoine! Salut Charlène! Bienvenue sur le podcast. Merci de ton invitation, je suis ravi d'être là. Eh ben écoute, c'est Tim Deguette qui m'a parlé de toi pour la première fois. Tim que j'ai reçu dans l'épisode 53 qui a donc conclu la saison 2023-2024. Mais je t'avais déjà remarqué sur les réseaux sociaux où tu es très actif, en particulier sur LinkedIn. Alors je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Tu as 30 ans, 4 enfants et tu vis à Tours, une ville riche d'un écosystème dédié aux startups. Et tu as travaillé 7 ans en maîtrise d'ouvrage d'opérations de promotion immobilière. Et tu es arrivé à l'entrepreneuriat par une entreprise familiale créée avec ton père et ta tante en parallèle de ton emploi de l'époque. Donc vous faisiez de la stratégie immobilière et du conseil. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, je me suis bien renseignée. Très bien même, ouais, bravo. Après 5 ans, tu as décidé de poursuivre ta carrière d'entrepreneur en pivotant dans le secteur caritatif. On va l'apprendre dans quelques instants, mais tu as toujours un peu baigné dans le milieu associatif. Quand tu ne collectionnes pas les mugs assertifs de Galancir, l'humoriste qui parodie le monde du travail, tu cherches à prendre le lead du mécénat collaboratif. En effet, il y a moins d'1 an, tu as créé Soutenir avec 3 autres associés pour tokeniser le mécénat d'entreprise et apporter un financement régulier, important et indépendant aux associations. C'est un SaaS qui permet aux entreprises d'offrir à leurs clients et leurs collaborateurs le choix des associations financées par leur mécénat grâce à un système de points. Alors, tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants. On va balayer ensemble la genèse du projet, son modèle économique, sa vision technologique et bien sûr les défis d'adoption. T'es prêt? C'est parti? Je suis prêt. Écoute, après ce bon résumé, cette bonne mise en jambe. Parfait. Alors, j'introduis une petite nouveauté dans ce podcast avec toi. J'ai demandé à 2 anciens invités de te poser une question. Évidemment, pas n'importe lesquels. Je les ai choisis pour le socle commun qu'ils partagent avec ton projet. Et on commence tout de suite avec une question d'échauffement adressée par Georges Badevant, qui est CEO de Dift, anciennement Captain Cause, que j'ai reçu dans l'épisode 27 en 2022. Alors, avec Soutenir comme avec Dift, les participants choisissent leur cause de cœur. Quelle est ta cause de cœur à toi, Antoine ? Très bonne question. D'abord, je t'avoue que j'ai pas l'habitude de parler de moi, entre guillemets, quand je parle de ma boîte. J'essaie de séparer les deux. Mais bon, si il faut se plier à cet exercice, je le fais volontiers pour nos auditeurs. Ma cause de cœur, c'est plutôt la liberté. Liberté d'opinion, liberté de conscience, liberté d'expression. Et ça se ressent d'ailleurs sur Soutenir parce que oui, c'est dit très justement par
par celui qui pose cette question. Sur Soutire, on choisit entièrement l'asso ou les assos bénéficiaires et il n'y a aucun processus de limitation de ce choix par les entreprises donatrices. On a un choix extrêmement large. Pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir respecter, j'allais dire, toutes les convictions et toutes les priorités que ça amène. Il me semble que tu as cofondé toi-même 4 associations, notamment des assos étudiantes. Je pense à ESI Alumni, dont tu es issu. Tu t'es impliqué aussi dans des assos d'intérêt général? Ouais, tout à fait. Écoute, je peux te donner un exemple. Avec mon épouse, on habitait en région parisienne et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui louaient des chambres chez des habitants. Ça créait des points de frustration parce que c'était des étudiants qui étaient souvent isolés et partageaient parfois le week-end des espaces communs, la salle de bain, la buanderie, le salon. C'était pas forcément évident en termes de respect de l'intimité des uns des autres, etc. Donc on s'est dit, il faudrait trouver une solution pour qu'ils aient un espace pour se rassembler et en même temps faire communauté, tu vois, casser cet isolement. Et il y a une paroisse qui avait des projets de travaux, qui laissait une maison vide pendant 2 ans. On est allé les voir, on leur a dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse? On va occuper cette maison à titre gracieux, on va la refaire et on va héberger des étudiants dedans. Ils vont venir vivre une vie en commun, c'est-à-dire partager une cuisine, un salon, une salle d'études, une salle de ping-pong, un jardin, etc. Ça va casser leur isolement et en même temps, ils vont aller habiter chez les habitants comme ils le font aujourd'hui, c'est-à-dire ils continuent à louer des chambres. La paroisse nous a suivis, donc on a créé ça, c'est de l'urbanisme transitoire, parce que l'idée c'est d'occuper un bâtiment vide, qui est vide pendant une période donnée, et de lui donner une nouvelle utilisation. Exercice réussi, et après on a envoyé un dossier expliquant ce qu'on avait fait à d'autres assos, et après il y en a plein d'autres qui s'en sont saisis, et qui ont pu faire plus ou moins la même chose, ou du moins s'en inspirer. Donc voilà un exemple d'asso dans lequel je me suis carrément investi, ouais. Oui, donc tu as toujours été impliqué depuis tout jeune. On le rappelle, tu as que 30 ans. Donc ça a toujours fait partie un peu de ton ADN. Ça a été transmis par tes parents. Ça faisait partie vraiment des valeurs familiales? Oui, parce que mon père s'est beaucoup investi dans des clubs sportifs, notamment dans des zones, on va dire, défavorisées. Il était notamment président très longtemps du club de boxe de la zone compliquée de la ville où on habitait. C'était génial d'avoir un espace de réelle mixité culturelle et sociale par le sport. C'est quelque chose que j'ai vécu et notamment grâce à mon père. Donc oui, effectivement, et lui était cadre, dans une grande boîte et il m'a toujours dit, tu sais, moi j'ai reçu des choses, j'ai des compétences, si je les mets pas au service des autres, ça sert à rien. Donc je pense que je suis dans cette ligne-là, voilà. C'est un bel héritage. Alors, derrière tout projet d'entrepreneuriat, il y a un élément déclencheur. Ça peut être soit la passion, un besoin particulier identifié, une frustration. Toi, en l'occurrence, ça a été un point de douleur, l'arrondi en caisse. Est-ce que tu peux nous expliquer? Notamment. L'arrondi en caisse, tu as raison. Alors, j'ai été frustré par 3 choses de l'arrondi en caisse. Première chose, c'est que je ne maîtrisais pas l'asso qu'on me proposait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on me mettait but en blanc face à un nom d'asso, je pouvais pas choisir. Deuxième sujet, c'est que je savais pas exactement ce que je finançais. Il peut y avoir des assos qui me plaisent, qui m'auraient beaucoup plu, dont le projet m'aurait beaucoup plu, mais le nom, comme il n'était pas évocateur et que je savais pas exactement ce qui se passait, j'ai pas franchi le pas. Tu vois, j'étais pas à l'aise de le faire. Et le troisième sujet, c'est le suivi. Moi, je veux bien financer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que ça va? Comment c'est utilisé? J'ai besoin de savoir. Faire ça à l'aveugle, voilà. Donc ça, c'est 3 points de frustration importants qui m'ont encouragé à créer un système différent. Mais c'est qu'un point de départ. Après, il y a plein d'autres choses, plein d'autres problèmes que j'ai voulu régler. Mais tu as raison, l'arrondi en caisse, ça a été un point de friction et j'ai vu qu'il était partagé par beaucoup de gens. C'est-à-dire que ils sont contents de ce système, ils trouvent que c'est une bonne idée sur le principe, mais dès que tu commences à leur ouvrir les yeux sur le fait que c'est leur propre argent et qu'ils savent pas où l'argent va, tout de suite, ça crée des frustrations. C'est intéressant parce qu'on va mettre ça un peu en vis-à-vis avec quelques statistiques que je suis allée chercher à la fois du côté canadien et du côté français, même si du côté canadien on n'est pas toujours très fort là-dedans dans tout ce qui est baromètre, donc j'en ai assez peu. Mais pour revenir sur ce que tu dis, c'est vrai que du côté des consommateurs, faut reconnaître que si le don est $1, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on le vend, si on parle de quelques centimes, 1 euro, 2 euros, la destination des dons elle est inconnue. Donc on est plus sur un gagnant-gagnant entre l'asso et l'entreprise. Et encore là, pas n'importe quel asso parce que comme à la caisse du supermarché, on n'a pas vraiment le temps de faire de la pédagogie, les entreprises ont tendance à choisir naturellement des organismes qui ont une certaine notoriété auprès du grand public. Ça a tendance à priver un peu les plus petites de ce type de recettes. Mais il faut quand même préciser que ça rapporte énormément d'argent aux associations.
Et ça sans rien faire. Elles n'ont pas à prospecter, elles n'ont pas de reçu à émettre, ça il faut le rappeler, hein, ni à l'entreprise, ni aux donateurs. Mais pour revenir sur les chiffres, au Canada, j'ai trouvé qu'en 2021, par exemple, il y avait 2 grandes chaînes d'épicerie qui avaient récolté plus de 5,5 millions de dollars. Mais là, on parle juste de 2 bannières. En France, ça fait une dizaine d'années qu'on pratique l'arrondi en caisse. C'est l'entreprise sociale Microdon, d'ailleurs, qui est à l'origine du déploiement du dispositif en France. L'entreprise a réalisé une grande étude l'année passée à l'occasion donc de ces 10 ans de l'arrondi et il est ressorti que 44% des Français ont recours à l'arrondi systématiquement ou ponctuellement lors de leurs achats contre 19% en 2019. Donc il y a eu un bond spectaculaire dans l'usage de l'arrondi en caisse et ce sont plus de presque 48 millions d'euros récoltés depuis ses débuts, dont un peu plus de 12 millions uniquement sur l'année 2022. Donc, il semblerait que la facilité du geste soit plus importante finalement que la transparence et l'impact des dons. En tout cas, je crois que ça arrive en 3e position chez les répondants. Comment tu deals avec cette info dans le déploiement de ta propre solution ? Moi, ce que je pense, c'est que c'est pour le moment. Tu vois ? C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce constat, bien sûr, et je m'en réjouis parce que ça veut dire que la solidarité est importante pour une grande partie de la population et que c'est en progression. C'est ce que je retiens. Vraiment génial, vraiment très content. En revanche, pour la suite, les points de friction, ils sont quand même existants. Et tu dis, ça arrive en 2e ou en 3e, mais ça arrive pas en 10e non plus. Ça, c'est tu vois, c'est un point important. Et puis, il n'y a pas d'alternative connue pour le moment. Donc, comparer une solution avec rien, parce que l'alternative, c'est de ne pas donner, hein. C'est logique que l'alternative de don indolore est la préférence des gens. Et encore une fois, j'en suis ravi. Maintenant, je pense qu'on peut mieux faire. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher les 56% restants. Je pense que c'est mon job. Je pense que sur la partie des 44% qui donnent de manière ponctuelle, je peux faire en sorte que ce soit régulier, voire systématique. Ensuite, tu l'as dit, tu vois, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est les entreprises qui communiquent sur les dons. Tiens, c'est intéressant ça. Qui fait les dons exactement ? Est-ce que ce sont les entreprises ou est-ce que ce sont les consommateurs ? Tu as la réponse, du coup, j'imagine que c'est les consommateurs ? Oui. Ouais. Je suis gêné de ce mécanisme. Tu vois, le fait qu'une entreprise puisse se prévaloir de dons qui ont été faits par le consommateur, ça me gêne. Et il y a un autre sujet qui est un sujet quand même juridique et fiscal, parce que moi, tu l'as dit, je viens du monde associatif. On fait très très attention aux contreparties, aux reçus fiscaux, qui émet, qui, pourquoi, qui est intéressé dans la gestion de tel ou tel don, etc., etc. Eh bien, parfois il y a des mauvaises pratiques qui se font. Alors je dis pas que c'est le cas de Microdon, mais je donne un exemple. Hein. Tu vois, de fonds qui ne sont pas versés directement aux assos, qui transitent par les comptes de l'entreprise, et après l'entreprise fait elle-même le don à l'asso et bénéficie d'un reçu fiscal sur les sommes qui viennent des consommateurs. Tu vois un peu le truc ? Donc, faut faire hyper attention à ces solutions-là. Oui, effectivement. Alors, au Canada, on n'a pas eu de cas répertoriés. Enfin, c'est une question qui est aussi régulièrement posée, hein, parce que les gens s'interrogent. Il n'y a pas eu de cas de dérive avérés, mais bon. En même temps, comme il n'y a pas de possibilité vraiment de toujours tout tracer, notamment au niveau de l'agence du revenu du Canada, c'est sûr qu'il y a une part d'ombre. Et puis il y a aussi le fait que, alors souvent 100% du don revient à l'association, mais pas toujours, parce que l'entreprise peut imputer aussi les frais de plateforme. Tu sais, sur les terminaux de cartes de paiement, par exemple. Bah ça a un coût, il y a quand même une infrastructure technologique derrière, donc à un moment donné, voilà. Plus la commission de l'opérateur, tu vois, celui qui organise cette campagne de dons. Ouais, donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'heure juste sur la manière dont ces opérations se déroulent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment fonctionne Soutenir d'un point de vue des consommateurs, si on fait une petite mise en situation ? J'effectue un achat dans une enseigne partenaire et j'accepte de participer au programme Soutenir. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, je vais recevoir une invitation. Alors, elle peut être, par exemple, par mail, par SMS, etc. Peu importe, en fonction des coordonnées dont dispose l'entreprise. Je vais avoir un remerciement pour mon achat, évidemment, et on va m'informer que j'ai gagné des sous, j'ai gagné des points. Un sou, c'est 10 centimes de dons préfinancés par l'entreprise, et que je vais pouvoir les distribuer aux assos que je souhaite. Donc, ça, c'est la proposition initiale. J'ai un lien qui m'encourage à télécharger l'application ou à créer un compte sur le site internet de Soutenir. Je crée mon compte. Dans ma cagnotte, j'ai mes sous, j'ai mes points. Et ensuite, grâce à une recherche, que ce soit une recherche thématique ou géographique, je retrouve
des projets, je retrouve des assos en fonction de mes centres d'intérêt, et je vais pouvoir leur envoyer directement ces sous. Alors, deux manières de les financer d'ailleurs. Soit je finance l'association en elle-même, soit je finance un projet de l'association. Et en retour, eh bien, j'obtiens des informations sur l'utilisation de mes sous, l'utilisation de mes points, sur la durée, des remerciements. Donc, on a un parcours, tu vois, très complet de la collecte à partir de l'achat jusqu'au suivi du projet que je vais financer avec mes points. D'accord. Et le suivi de projet, il se fait de quelle manière? C'est à quelle fréquence? C'est une communication, 2 communications par an? Ça se fait sous quelle forme? Alors c'est libre, l'association fait comme elle veut. C'est-à-dire que nous, on les challenge dessus. Évidemment, on leur fait des propositions, des conseils, mais l'asso fait comme elle veut. Tu vois, je t'ai dit que la liberté pour moi c'était très important. Si une asso a besoin, l'envie, ou ça se justifie par rapport au projet qui est financé, de communiquer très régulièrement. Tu vois, par exemple, sur un chantier, construire l'extension d'un centre d'accueil, par exemple, pour des chiens abandonnés, c'est quelque chose de long. Donc, je peux communiquer régulièrement sur l'avancement du chantier, sur ce qu'on va faire, puis après sur l'ameublement, etc. de l'extension. En revanche, si c'est sur un événement one shot, par exemple la réalisation d'un rêve d'enfant, bon, une fois que c'est passé, c'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais avoir moins de communication, peut-être un petit peu moins fréquente, en une fois. Voilà. Donc, ça nous permet de nous adapter finalement à chaque type de projet qui va être financé par les utilisateurs. Mais donc, pour bien comprendre, les consommateurs arrivent finalement dans la base de données des associations pour qu'elles puissent communiquer. Alors non, ça se passe sur la plateforme. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un canal Telegram ou un canal Instagram. Il y a que les assos qui peuvent envoyer des infos. Mais attention, les infos sont réservées à ceux qui ont donné. Donc c'est du contenu qui est exclusif, réservé aux financeurs de chaque projet. D'accord, ok. On comprend mieux comment ça fonctionne concrètement. Et pourquoi tu as décidé de faire appel à la technologie de la blockchain? J'ai cru comprendre que tu n'étais pas un gars de tech, mais que tu étais bien entouré. Exactement. Donc je suis allé chercher 2 associés pour cette aventure-là, notamment Baptiste, qui est le CTO, donc le responsable technologique de Soutenir. Lui, il est développeur informatique. Il a déjà créé. Pourquoi je suis allé chercher? D'ailleurs, j'en parle un petit peu de Baptiste parce qu'il mérite à être connu, même s'il est à côté de moi, qui m'entend et que il trouve ça, il est heureux d'être valorisé. Donc je dis ça en rigolant bien sûr. Baptiste, il a créé des applis pour des assos de manière bénévole. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Et je me suis dit, tiens, mais c'est lui qu'il me faut pour mon équipe. C'est avec lui que j'ai envie de travailler. Baptiste utilise la blockchain pour pouvoir faire un suivi du don, c'est-à-dire à partir du moment où le sou est émis par l'entreprise, distribué à un client, puis redistribué à une asso ou à un projet. Comme ça, on sait exactement d'où vient l'argent et jusqu'où ça va. Exactement le thème, l'impact direct de chaque euro, de chaque point. Voilà pourquoi on utilise la blockchain. C'est pour un suivi. Ça reste quand même l'argent des entreprises. Donc, les entreprises ont besoin d'avoir un retour sur l'impact financier et l'impact réel de leur mécénat. C'est logique. Donc, grâce à la blockchain, on arrive à leur permettre d'éditer un rapport d'impact sur la période choisie. Peu importe, ils font ça directement sur le logiciel Soutenir Pro. Et donc, par jour, semaine, mois, semestre, année, peu importe, je peux éditer un rapport d'impact automatique sur tous les projets qui ont été choisis par mes clients ou mes collaborateurs. D'accord, oui. Ouais, parce que ça peut vite être tentaculaire étant donné que le consommateur a le choix des associations parmi un portfolio. C'est pas une démarche descendante où l'entreprise choisit l'association avant de proposer au consommateur donc ça peut vite être assez tentaculaire dans le suivi des dons. Et ces tokens, vous les avez appelés des sauces, c'est ça? Des sous. Des sous? Ok. Bah oui. Oui, pas des sauces, des sous. Non, mais soutenir avec 2 O, sous, S-O-O-S, tu vois. Ok, bah autant pour moi, c'est vrai qu'il va falloir faire un peu de pédagogie dans la prononciation des tokens. Ok, bah, j'enchaîne avec une question de Anastasia Andrieux, que tu connais parce que je vois que vous êtes connecté sur LinkedIn, qui est CEO de La Belle Fille et que j'ai reçu tout récemment dans l'épisode 52. Anastasia te demande comment pilotes-tu la pédagogie autour du digital auprès de tes clients mécènes? L'acculturation se fait-elle facilement? Oui, c'est une très bonne question. Écoute, ça se fait super facilement parce que on a travaillé avec les bons UX UI designers. Toute la phase UX, c'était des entretiens, on en a fait une bonne centaine avec des entreprises pour savoir quels étaient leurs besoins, mais aussi de quelles fonctionnalités ils avaient besoin.
peu plus de détails que juste le besoin primaire. Et ensuite, sur la phase UI, en retranscrivant ce qu'il nous avait dit, en créant donc les fonctionnalités liées, pareil, on les a testées, tu vois. Alors c'est du test sans fin, mais le but c'est d'avoir la solution la plus intuitive possible, parce que l'ambition quand tu développes un SaaS, donc un software as a service comme on dit, c'est d'être le plus plug and play possible, c'est-à-dire pouvoir créer un compte et lancer l'outil en un clic, en tout cas le moins de clics possible, et en mettant en ayant besoin de mettre le moins d'informations possible. C'est comme ça qu'on a développé notre outil. Voilà, donc il est très simple d'utilisation, le plus simple possible, et nos axes d'amélioration sur le long terme, c'est de rendre ça vraiment le plus court et le plus simple possible. Ok. En gros, c'est plus simple que de lancer une campagne Google AdWords, quoi. Ah, complètement. Ah oui. Alors, ouais, 100%. Non, mais 100%. 100%. Comment dire? En plus, on a des possibilités de développement d'outils d'automatisation qui se branchent directement sur les CRM des entreprises. Donc là, c'est encore plus automatique qu'automatique, si tu veux. Il y a vraiment besoin d'une intervention humaine pour le lancement d'une campagne. Donc une campagne de distribution de sous. Voilà, tu vas dire pour 10 € dépensés, moi je donne 1 sou, je donne 10 centimes. Ok, t'as créé ton truc. Et puis après, tant que tu l'arrêtes pas, ça tourne. Et toi, tu vas collecter les données. Après, tu vas avoir plein de data, des data marketing, évidemment, pour savoir si ça plaît aux gens, si les gens l'utilisent, ton taux de téléchargement, ton taux de clic, les dons qui ont été faits, puis aussi des corrélations avec les dépenses, parce que le but c'est aussi que ce soit intéressant pour les entreprises. Donc on va leur dire voilà, vos clients en général, ils ont tendance à venir plus souvent chez vous depuis que vous avez pris Soutenir, tu vois, où ils achètent des produits qu'ils achetaient pas avant, etc., etc. On va quand même assez loin dans l'analyse de la data, sachant qu'attention, c'est pas des data personnelles, c'est qu'on dit pas Charlène Petit a acheté une perceuse, tu vois, c'est pas ça, mais c'est un point de vue global sur l'ensemble de leurs clients. J'ai presque envie d'élargir cette question à tes futurs clients donateurs, puisque le grand public n'est pas forcément familier avec les tokens, la blockchain, etc. Là, c'est des termes qu'on utilise parce que c'est des termes techno qui vont parler un peu aux initiés, mais c'est quelque chose qu'on va bannir complètement d'ici quelques semaines. Voilà. On a un lancement commercial qui est prévu fin janvier, un lancement large. Et du coup, oui, tokenisation du mécénat, c'est indigeste. c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, on préfère parler, par exemple, de financement de mécénat collaboratif ou de mécénat participatif. Ça parle beaucoup plus aux gens, ça a beaucoup plus de sens que de parler de tokenisation du mécénat, tu vois. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que on rend le mécénat de l'entreprise collaboratif. C'est plus l'entreprise qui donne à une asso dans son coin, c'est l'entreprise qui offre le choix du financement des assos à ses clients. Donc, on fait rentrer le consommateur et le collaborateur, bien sûr, au cœur de cette relation de philanthropie. Est-ce que vous avez identifié des frictions pendant la phase de recherche sur l'expérience utilisateur d'un point de vue consommateur ? Oui, on a un gros challenge, c'est le taux de téléchargement de l'app. Tout nous a poussé à créer une application, dans le sens où ce qui va le plus freiner les gens dans l'utilisation de ce genre de système, c'est le fait de ne pas pouvoir choisir à 100% les associations et les projets à financer. Si dès qu'il y a une présélection, tu perds déjà 90% des donateurs. Ok, ça c'est des études qu'on a menées nous-mêmes. C'était passionnant, ça a confirmé notre idée de concept, mais tu vois, on s'est dit pas d'idéologie. Il faut qu'on le confronte à des études. Et oui, c'est pas du tout engageant d'avoir des présélections. Je vais te faire un parallèle d'ailleurs. Imagine, t'es en date amoureux et tu parles de toi pendant 1 heure. À ton avis, il y a combien de pourcents de chances pour que tu rentres toute seule ? Un gros pourcentage de chance. Pas loin de 100%, on est d'accord. Mais là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu vas voir tes clients et tu leur dis « Waouh, mes valeurs, c'est ça. Regarde, tu peux présélectionner ces 3 assos. » Ton client, il va te dire « Oui, tes valeurs, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les miennes. » Ou alors, comment est-ce qu'on arrive à faire matcher les deux ? Un peu plus subtil que ça, tu vois. C'est ça notre parti pris à nous. En marketing, je crois qu'on dit « parlez-moi de moi », quoi. C'est un peu... Ouais, mais complètement, ouais. Parce que le risque aussi, c'est de se rendre compte que l'entreprise finance des trucs qui te plaisent pas du tout, voire contre lesquels tu es en opposition. C'est possible. Juste pour rappeler un petit peu les choses, 1 point égale 10 centimes d'euros. Ça veut dire que pour faire un don de 1 euro, je dois faire 100 € d'achat.
Ça, c'est le choix de l'entreprise. Elle peut très bien te dire, pour 10 euros, t'as pas 10 centimes, mais 1 euro. Elle le configure exactement comme elle veut. Oui, parce que j'allais te dire, c'est pas un peu décourageant pour le consommateur? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va se donner la peine d'utiliser l'application s'il se dit, mais attends, faut que je dépense tout ça pour pouvoir reverser C'est un point de friction, hein. T'as raison, hein. Je te réponds là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Quand on sait que les entreprises peuvent défiscaliser 0,5% de leur chiffre d'affaires annuel. La logique, en quelque sorte, voudrait que pour chaque achat, je puisse avoir 0,5% en sous. 0,5%, c'est pas gigantesque. Ok, on est d'accord. Du coup, pour dépasser ça, pour quand même donner de l'intérêt, il y a 2 choses. Chose numéro 1, avoir une cagnotte. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit cumulable. Peut-être que sur un achat, ce sera pas beaucoup, mais peut-être que sur 10 achats dans l'année, ça va finir par faire un peu d'argent. Et le deuxième sujet, c'est d'avoir plusieurs sources de sous. C'est-à-dire que je puisse collecter ces points, pas seulement dans une seule boutique, mais dans plein d'entreprises dans lesquelles je dépense mon argent. Ça peut être des boutiques, des magasins, ça peut être des boutiques en ligne, ça peut être ma banque, ça peut être mon assurance, ça peut être mon emprunt bancaire, mon emprunt immobilier, etc., etc. Additionner des petites sommes finit toujours par faire des grosses sommes. Donc, il y a un enjeu de massification quand même. Vous n'êtes pas commissionné sur le don, faut quand même le rappeler. Donc, votre rentabilité, elle est conditionnée à l'adoption massive de votre solution et au volume d'utilisateurs. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, notre business model, enfin notre façon de gagner de l'argent est simple, hein. Les entreprises payent un accès à notre logiciel et le tarif est dimensionné en fonction du nombre de clients qu'elles ont. Tout l'intérêt, c'est d'aller chercher du volume à la fois pour que les consommateurs puissent cagnotter beaucoup plus facilement et à la fois pour que vous puissiez être rentable puisque votre modèle repose sur la tarification en fonction du type et de la taille des entreprises qui font appel à vos services, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que être commissionné sur les dons est quelque chose que je n'envisage pas et d'ailleurs contre lequel je m'érige, sincèrement. Parce que être commissionné sur des dons, ça voudrait dire que j'ai participé à la valeur des actions menées par les assos. C'est pas vrai. Moi, je suis payé parce que j'ai édité un logiciel qui permet de faciliter les dons. J'ai pas participé à faire ce que font mes bénéficiaires. D'ailleurs, tu sais, c'est une pratique. Il y a une asso en France qui s'appelle l'Association française des fundraisers, qui lutte d'ailleurs contre ce genre de système de financement par commission sur les dons, et je pense qu'ils ont raison. Oui, et puis en fait, en bout de ligne, ce que le consommateur veut, c'est que 100% de sa contribution aille à l'association, quoi. Bah oui, et ce qui est le cas d'ailleurs chez nous. Donc pour 10 centimes payés par une entreprise, il y a 10 centimes distribués à une asso. Ok, il n'y a pas de différentiel entre les deux. Très important de le dire. Alors je parle de 10 centimes, je préférerais parler de millions d'euros, bien évidemment, mais il n'y a pas de différence entre les sommes versées en dons par les boîtes et ce que vont recevoir les assos. Et quelles sont vos stratégies pour parvenir justement à cette adoption massive dans des délais que j'appellerais raisonnables, parce que quand on lance une start-up, c'est un peu une course contre la montre, hein. Je connais pas super bien le monde des start-up, mais j'ai cru comprendre que les règles du jeu avaient un peu changé ces dernières années. Les levées de fonds sont plus difficiles. Faut davantage faire ses preuves pour obtenir des rondes de financement. Comment tu vois les choses, toi, à court, moyen terme, sur vos stratégies d'acquisition C'est simple, il faut travailler sur la viralité. Et pour nous, la viralité de Soutenir, elle se base sur 2 piliers forts. Le premier, c'est la mobilisation des clients de nos clients, donc des clients et des collaborateurs des entreprises dans lesquelles on va se déployer. Donc, plutôt que d'attirer des utilisateurs, je préfère attirer des entreprises qui elles-mêmes, vont générer beaucoup d'utilisateurs. D'un autre côté, il y a le soutien des associations elles-mêmes. Le retour qu'on a de nos partenaires, de nos bénéficiaires, c'est votre solution, elle est top parce qu'elle nous coûte 0, elle est super facile à utiliser. Et en plus, on arrive à mobiliser les gens qui veulent nous venir en aide sans que ça leur coûte d'argent. Donc, on n'a aucun problème pour faire de la communication sur ce que vous faites. Tu as fait un post dernièrement sur LinkedIn que j'aime beaucoup sur ce que tu appelles le syndrome de Rubempré. Pour ceux qui ne savent pas qui est Lucien de Rubempré, c'est un personnage de la comédie humaine de Balzac. Et tu rappelles qu'il est un jeune auteur plein d'espoir, monté à la capitale, fort de son succès à Angoulême pour y faire publier ses poèmes. Arrivé sur place, il découvre que personne ne l'attendait, que ses rimes ne sont pas si formidables et que Paris est pleine de jeunes gens au moins aussi brillants que lui.
Et donc, réduit à la pauvreté, un choix s'impose, persévérer dans la poésie ou se faire journaliste et critique littéraire. Et là, tu dis, le moment du pivot est arrivé. Donc, tu fais le parallèle avec les fondateurs de startups qui construisent un outil, puis testent le marché au lieu de construire un outil qui répond à un besoin du marché pour ne pas avoir à pivoter. Alors, ma question, quand on propose une solution dont l'impact repose sur l'adoption massive, est-ce qu'on n'est pas un peu obligé de faire évoluer son produit et de multiplier les cas d'usage? Je prends 2 exemples qui, pour le coup, s'inscrivent dans le même écosystème que toi. Whatrox et Dift. Whatrox, au départ, il ne proposait que de la publicité solidaire. Donc, c'était un porte-monnaie numérique qui permettait aux internautes de faire des dons aux associations de leur choix en visionnant des publicités labellisées. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Whatrox, c'est une application qui permet de cagnotter des cryptos solidaires auprès des marques et des commerçants, mais de plein de façons différentes. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, en magasin. Alors, ça peut être soit en cliquant sur un lien, en scannant un QR code ou encore en faisant un check-in en magasin. Idem pour Captain Cause, aujourd'hui devenu Dift, du nom de leur produit phare. Le principal cheval de bataille de la startup au départ, c'était de remplacer les goodies inutiles, donc les tote bags, les mugs, les stylos, par des dons préfinancés offerts par une entreprise à ses clients ou collaborateurs. Et ensuite, elle a intégré le don au cœur des programmes de fidélité. Donc, on voit bien que des modèles qui reposent comme ça sur une massification en fait de l'outil sont un petit peu obligés de se diversifier et puis d'aller chercher des nouveaux cas d'usage pour engranger davantage d'utilisateurs, etc. Je me demandais, avec Soutenir, est-ce que tu penses pouvoir te cantonner aux achats récompensés par des sous, ou est-ce que tu vois une diversification à moyen long terme de ta solution Alors, évidemment que non. Ou évidemment que oui, je sais plus quelle était de quelle manière était posée cette question, mais bien sûr que je prends l'exemple des achats parce que c'est l'exemple le plus parlant et que c'est une brique qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne fait ça, personne ne permet de collecter du mécénat, donc de l'argent dédié aux dons, par les achats en ligne et en boutique. Ça n'existe pas. Ça, c'est sûr que c'est notre plus grande proposition de valeur. Mais derrière, bien évidemment que toutes les boîtes avec lesquelles on a fait des entretiens nous ont dit « Ah, moi j'ai envie de rémunérer la prise de ma carte fidélité, j'ai envie de rémunérer le fait de regarder une publicité, j'ai envie de rémunérer le fait de scanner son ticket de caisse, j'ai envie de rémunérer le fait de choisir certains produits, j'ai envie de rémunérer le fait de choisir des produits bio, j'ai envie de rémunérer le fait d'aller dans tel magasin à telle heure et pas dans un autre, etc., etc., etc. » Et c'est pour ça qu'on a créé Soutenir et qu'on a créé un système technologique très ambitieux parce que il peut s'adapter à tous ces cas d'usage-là. Whatrox, je pense, l'a très bien pensé. Je l'ai découvert grâce à toi d'ailleurs dans nos premiers échanges. C'est que pour faire tout ça, tu es obligé d'avoir une plateforme commune à toutes les entreprises, c'est-à-dire d'avoir une solution qui est user-centrique, c'est-à-dire que tu mets vraiment l'utilisateur au centre de ta solution. Ouais, pour pouvoir à terme arriver vers une personnalisation peut-être un peu plus poussée en fonction des besoins de l'entreprise, parce que les cas d'usage, c'est elles qui vont les trouver finalement. T'en as énuméré pas mal. C'est vrai que ça peut être à l'infini. Il y a même des boîtes qui viennent nous voir aujourd'hui pour des cas d'usage qu'on n'avait jamais imaginé. Tu vois, une boîte dans l'industrie qui me dit ouais, moi il faut que mes gars ils lisent des réglementations de sécurité, elles évoluent tous les 2-3 mois, et j'essaie de chercher des incentives. Alors, désolé pour le terme anglais, mais les incitatifs, de trouver des incitations, voilà exactement, pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la lecture des procédures. Et si je leur file 50 centimes, 1 euro, 2 euros, ils me disent ouais, t'es gentil, mais ça va, que je suis pas à la rue. En revanche, si je leur donne des dons préfinancés pour ça, même 2 euros pour l'asso que tu soutiens, sans avoir rien fait que lire un document, en fait c'est pas mal, tu vois. Donc c'est plus profondément encore que le cœur de ce qu'on fait, c'est-à-dire inclure les clients et les collaborateurs dans le mécénat de l'entreprise. Ça permet de donner de la valeur à des actes qui aujourd'hui auraient beaucoup de mal à être rémunérés.
Mais ça ouvre plein de possibilités de partenariats avec plein de boîtes parce que finalement, vous avez la possibilité de centraliser un petit peu tout ça dans un outil qui centralise un petit peu toutes ces fonctionnalités parce que, tu sais, je pense notamment aux cookies. Ça, c'est aussi un enjeu pour les entreprises, l'acceptation des cookies. Donc, tu peux aussi les conditionner à un pourcentage reversé à des associations. Enfin bon, C'est possible, mais figure-toi qu'il y a une boîte qui fait ça. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Charitips. Ok. Alors Charitips, je savais pas, mais il y en a une autre. J'ai plus leur nom. Je crois que c'est un petit pandarou leur symbole, et j'avais trouvé ça super sympa. En tout cas, il y a des rapprochements à faire. Mais oui, Zara Zafimei, je vais te le présenter parce que je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire et qui sait. Mais bien sûr, non, mais évidemment, ouais. Après, enfin, tu vois, on cite tous ces cas d'usage là. Nous, on est venu pour tous ces cas d'usage. On va pas se contenter d'un seul. On est même en train d'attaquer aujourd'hui les distributions de sous inter-entreprises. Tu vois, on parle des goodies, remplacer des goodies. C'est rare de donner des goodies à des consommateurs finalement. En général, les goodies, ils sont plutôt transmis soit à ses propres collabs, soit aux collabs des boîtes clientes ou fournisseurs. Donc pourquoi pas des dons préfinancés que l'entreprise réceptrice pourrait elle-même redistribuer à ses propres collaborateurs. C'est possible avec notre système. Ça nous permet aussi de mieux comprendre votre positionnement par rapport à d'autres outils qui existent sur le marché, qui sont en train de se développer. Donc, vous pouvez tout à fait agir en complémentarité, voire en partenariat ou en collaboration. Hein. Ça serait merveilleux. Est-ce que Soutenir se positionne comme un tiers de confiance entre les mécènes et les associations? Qu'est-ce que tu appelles un tiers de confiance? Un tiers de confiance qui va, par exemple, avoir un droit de regard sur le choix des associations ou des entreprises. Non, on va pas avoir de limitation forte dans les assos ou les entreprises. En revanche, on a quand même un cadre qui est important. C'est-à-dire qu'on bosse pas avec des assos qui mettent en avant des personnes condamnées par la loi ou des assos communautaristes, par exemple. Et puis, on bosse pas avec certains types d'entreprises ou certaines industries du tabac, alcool, jeux d'argent, les laboratoires pharmaceutiques. Ou d'ailleurs, ça nous a été demandé par pas mal d'assos, figure-toi, les sites de rencontres. On nous dit que c'est le business de la solitude, ce que je peux entendre. Et donc, ça a bloqué pas mal d'assos. Donc, on a accepté de pas bosser avec ces sites ou ces applis-là. Voilà. Mais globalement, on n'impose rien. Et justement, on dit aux entreprises, ne présélectionnez pas les assos. Hein. Laissez les gens entièrement libres. C'est comme ça que vous allez créer de l'engagement, que vous allez générer de l'adhésion. Mais il y a quand même un cadre de référence, on va dire qu'il y a un cadre standard, mais il n'y a pas ce travail qu'on appelle de due diligence où tu vas regarder un peu plus en profondeur, par exemple, la comptabilité de l'association, l'impact, etc. Enfin, tu vois, avec une sorte de cahier des charges ou un comité, tu vois, qui analyserait un petit peu tout ça. Oui, on contrôle où vont les dons et ce qui est fait avec, bien évidemment. Oui, on audite les assos quand elles s'enregistrent, mais après, j'allais dire, mais laissez tranquille les assos. Franchement, mais moi-même, j'ai été président d'asso et je le suis toujours, mais laissez-nous tranquilles. Mettez pas le nez dans ce qu'on fait, ça nous fait perdre du temps. On a des rapports annuels qui sont extrêmement détaillés et il y a tout dedans, sincèrement, hein, il y a tout dedans. On n'a pas besoin d'avoir du surcontrôle et puis les comités d'éthique de je sais pas quoi, les mecs se mettent des badges. Sincèrement, moi, je suis très très en opposition avec ce genre de choses. Moi, en tant que donateur, quand je fais un don à la Croix-Rouge, je les audite pas. Tu vois, je sais ce qu'ils font. Je leur fais aussi confiance sur certains sujets, mais ils sont très transparents. Je vais aller voir leur rapport annuel. Je sais où trouver les infos. J'attends exactement la même chose sur une plateforme de don. La même simplicité. C'est-à-dire la confiance n'excluant pas le contrôle, on contrôle, mais on vient pas compliquer la vie des assos. Oui, puis il y a aussi cette idée que le donateur lui-même peut faire ce travail-là un peu plus poussé, d'aller regarder les rapports annuels, les rapports d'impact, les états financiers, on trie. Non, mais on trie quand même. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on fait rien, mais ce que je veux dire, c'est que oui. Non, mais surtout, le donateur, il suit le projet. Donc, si le projet lui plaît pas, il va arrêter de donner à ce genre de projet ou arrêter de donner à cet asso. On prend pas les gens pour des bébés. Faut pas infantiliser les donateurs et les utilisateurs de ce genre de solutions. Alors après 9 mois d'existence, Soutenir
est déjà un beau bébé. Vous avez réussi à rassembler 25 assos partenaires sur des thèmes très variés, à signer plusieurs pré-contrats de vente. Vous avez sorti la première version de l'appli, toujours en phase de test, parce que tu nous as dit tout à l'heure que l'application serait lancée officiellement fin janvier. Et vous avez plus de 1000 inscriptions. Alors là, vous rentrez en phase d'accélération. C'est quoi les prochaines étapes et votre vision à 2 ou 3 ans? Eh ben, écoute, les prochaines étapes, donc évidemment, après ce lancement, rassembler plus d'entreprises donatrices, rassembler plus d'associations bénéficiaires. Du coup, ça fait beaucoup plus de donateurs. Notre cible pour l'année 2025, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros de dons redistribués. Et le but, c'est de doubler à minima cette somme chaque année sur les 5 premières années. En termes d'assos, on vise plus de 50 assos en fin 2025 et plus d'une centaine en fin 2026. À terme, notre objectif, c'est d'avoir des milliers d'associations et des milliers de projets à financer, partout en France, et d'ailleurs en Europe également, du petit projet de village jusqu'au grand projet national. On a conçu Soutenir comme étant tellement accessible pour les assos que on veut vraiment pas se limiter en termes d'échelle. Et pourquoi pas l'internationalisation? Bah ouais, l'Europe. Ouais, mais je veux dire, au sein de la francophonie, même au sens large. Bien sûr. Faire un petit tour par chez nous. Écoute, avec joie. Sincèrement, venir au Canada, ce serait une grande joie pour nous. Et je vais te dire, hein, il y a des outils qui commencent à ressembler à ça aux États-Unis également. Il y a sûrement une part de marché à prendre, ouais, complètement. Bon, là, pour viser vraiment l'internationalisation multicontinent, faut quand même vous laisser un petit peu de temps, là. On va dire un bon 5 ans pour asseoir votre modèle et puis faire en sorte qu'il soit adopté largement. Mais en tout cas, c'est bien, c'est beau de rêver aussi d'expansion. Alors ouais, t'as raison, Charlène, mais nous, c'est pas rêver, hein. On est vraiment venus pour ça. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire que... Oui, non, mais quand je dis rêver d'expansion, c'est-à-dire vraiment avoir une projection au-delà des 5 premières années, c'est-à-dire vraiment jusqu'où t'embarques ta vision, quoi. Voilà. Ça se gère dès la conception de ton outil. Dès l'origine, on a fait en sorte que Soutenir puisse accueillir des dizaines de millions d'utilisateurs. Donc, il fallait choisir les bonnes technos pour pouvoir se développer dans ce sens. Écoute, Antoine, pour conclure, imaginons que Soutenir devienne un mouvement et pas seulement un outil. C'est un petit peu la tendance là vers laquelle vous souhaitez aller, justement en utilisant une technologie parfaitement accessible, donc avec cette idée de démocratiser le mécénat collaboratif. Alors, si Soutenir était un mouvement, quel en serait son manifeste? Alors, écoute, je réinsiste sur la liberté. Tu l'as compris, en quelque sorte, nous, on veut libérer le don de tous les carcans qu'on nous impose, que ce soit la limitation à une asso qu'on connaît pas lors de l'arrondi en caisse, que ce soit les comités théodules, les comités de sélection, d'impact, de suivi, etc., qui vont encore une fois limiter les assos bénéficiaires. On veut libérer le don de la reproduction sociale aussi, parce que dans ces fameux comités, tu vois, d'experts qui présélectionnent, etc., de jury, ils vont avoir tendance à sélectionner les assos qui leur sont proches, socialement, culturellement. Nous, on a plus vocation à accueillir tout le monde. Après, liberté, le choix est donné directement à l'utilisateur. Donc, c'est ça qu'on porte, tu vois. Liberté, liberté, liberté. Encore une fois, j'insiste. Je le dis 3 fois parce qu'on l'entend jamais assez, ce terme. Mais ouais, laissez-nous faire nos choix. On pourrait ajouter transformer la consommation en levier de transformation. Ouais, alors tu vois, je vais même aller plus loin. C'est que moi, ce que j'espère, c'est que demain, on n'achète plus rien sans obtenir une contrepartie sociale et écologique. C'est comme ça qu'il faut le tourner. C'est que si l'impact social et écologique est si accessible à toutes les entreprises, eh bien moi, j'attends que ça devienne un standard de marché. C'est comme l'avis client. Tu sais, les avis clients en ligne. Il y a quelques années, c'était nouveau. Donc c'était innovant, c'était un élément différenciant pour une entreprise de bénéficier d'avis clients. Aujourd'hui, toutes les entreprises le font. Et c'est très bien. Et ben, à mon avis, l'impact social et écologique lié à l'achat va devenir un nouveau standard de marché. En tout cas, on est là pour faire en sorte que ça se développe. Ouais, j'avoue, je suis très mauvaise pour donner des avis clients. En général, je donne mon avis quand ça va pas. Mais quand ça va bien, j'ai pas le réflexe, tu vois, d'aller mettre un avis sur Google. Je devrais pas dire ça, parce que moi-même, en tant que podcasteuse, je cours après les avis sur Apple Podcasts et Spotify, tu vois. C'est mieux avec un incitatif.
Mais en tout cas, c'est un beau manifeste. Liberté, rupture de la reproduction sociale, standardiser Faire de l'impact social et écologique un standard de marché. Exactement, faire de l'impact social et écologique un standard de marché. C'est beau ça, c'est beau. Bah écoute, on va se laisser là-dessus. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Évidemment sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes présent sur d'autres canaux? Comment on fait pour suivre vos informations de lancement notamment? Bien sûr, alors sur Instagram, sur Facebook et puis prochainement sur TikTok également. Maintenant, c'est vrai que notre communication, elle va plus être tournée vers les entreprises puisque c'est notre première priorité. Et après, on prévoit un grand plan de communication plutôt fin 2025. Donc dans un an, tu vois, on prend rendez-vous dans un an et ce sera tourné vers les utilisateurs pour le coup. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de faire venir des gens sur la plateforme Soutenir tant qu'il n'y a pas des endroits où collecter des sous dans chaque ville. Donc ça, c'est notre première priorité. Bah écoute, on va se donner rendez-vous effectivement. Moi, j'aime bien cette idée de que sont-ils devenus. Donc c'est bien aussi de faire un petit point d'étape, un petit bilan pour voir un petit peu où en est le projet, quoi. Bah, merci beaucoup Antoine. Merci de ton invitation, Charlène. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans ce lancement qui arrive à grands pas, hein, donc en janvier, on le rappelle. On va bien évidemment suivre avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe autour de l'initiative Soutenir sur les réseaux sociaux et sur votre site web, dont je mettrai les liens en description de l'épisode. Merci, à bientôt Antoine. Merci Charlène, à très bientôt et je salue tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.